toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous, dans cette vidéo, un grand auteur en management. Notre grand auteur et manager américain, rendu célèbre par son ouvrage intitulé The Functions of the Executive. Il faut savoir que son ouvrage a été produit un peu par hasard dans la vie de notre grand auteur. En effet, il s'agit de quelques séminaires de lecture pour le Lowell Institute of Boston. L'ouvrage traite de la direction des organisations formelles et du rôle du dirigeant. Et il faut savoir que certains extraits étaient vraiment tirés de sa propre expérience de dirigeant. Ayant eu connaissance de ces conférences, l'éditeur de la Harvard Business Press convainc notre grand auteur de les transformer en livres. Alors, mes chers abonnés, l'avez-vous deviné? Bravo! C'est bien Chester Irving Barnard, le défenseur de l'art de la coopération. Dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Barnard et la genèse de son œuvre. Alors, qui est ce manager américain humaniste et célèbre Chester Irving Barnard? Eh bien, il faut savoir que Barnard a été admis en 1906 à Harvard pour suivre ses études de langue et d'économie. Il est cependant contraint d'abandonner ses études pour des raisons financières. Grâce à son oncle, qui travaille chez AT&T, American Telephone and Telegraph Company, il intègre cette entreprise en 1909 et il y reste environ 40 ans jusqu'à sa retraite. Sa carrière commençait au département des statistiques comme simple observateur des systèmes tarifaires téléphoniques étrangers et comme interprète. Alors, il interprète l'anglais, le français, l'allemand et l'italien, plusieurs langues à la fois. Il devient alors le premier président à 41 ans de la compagnie des téléphones du New Jersey et conservera ce poste jusqu'en 1948, qu'on a dit jusqu'à sa retraite. Parallèlement à ses emplois successifs chez AT&T, Barnard a occupé de nombreuses responsabilités dans le service public. Il était président de la USO United Service Organization durant la Seconde Guerre mondiale, responsable du Conseil général de l'éducation, PDG de la Fondation nationale pour la science, assistant au secrétaire du Trésor, consultant du représentant américain au Comité de l'énergie atomique de l'ONU, représentant des États de New York, du New Jersey, de la Pennsylvanie, de Delaware, comme directeur de la Chambre de commerce des États-Unis, etc. Donc de nombreux postes prestigieux dans la fonction publique. Barnard a aussi été un membre actif de nombreuses associations caritatives, un administrateur de nombreuses sociétés et un membre influent de l'Académie américaine des arts et des sciences. Après son départ d'AT&T, Barnard devient président de la fameuse fondation Rockefeller, une fondation engagée à promouvoir le bien-être de l'humanité dans le monde.
jusqu'en 1952. Alors, les travaux, maintenant qu'on a un petit peu connu Barnard, sa biographie, on va un peu s'intéresser à ses travaux. Les travaux de Barnard portent sur l'organisation formelle ou l'art de la coopération. Avant d'aller plus loin dans les travaux de Barnard, on va d'abord définir l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation selon Barnard? Une organisation, nous dit-il, est un type de coopération entre les hommes qui est conscient, délibéré et finalisé. Ce qui l'amène à préciser et à décrire la tension entre liberté et autorité, le contrôle des hommes. Barnard définit le concept de libre volonté, c'est-à-dire des personnes libres, maîtres de leurs décisions, bien que dépendantes et limitées, pousse un individu à coopérer dans une organisation. Et l'individu ne cesse d'évaluer sa coopération au regard de deux critères. D'abord, l'efficacité. Est-ce que cette coopération est efficace, c'est-à-dire me permet d'atteindre le but que je cherche? Deuxième critère, est-ce que cette coopération est efficiente en termes de valeur ajoutée? Bien sûr, donc comparer le plus au moins. Ensuite, il définit l'autorité qui est nécessaire dans une organisation. Donc il faut, et c'est là tout l'intérêt des travaux de Barnard, donc de définir cette tension et cette ambidextrie entre liberté et autorité. D'un côté, il faut laisser les personnes libres, maîtres de leurs décisions, bien qu'elles soient dépendantes et limitées, puisque de toute façon, elles vont être contraintes à obéir aux personnes qui les permettent d'atteindre un objectif recherché et puis atteindre une certaine valeur ajoutée. Vous voyez? Et donc l'autorité est définie selon Barnard par le caractère d'une communication en vertu de laquelle un participant accepte un type de contribution défini par l'organisation. Il s'agit d'une relation entre supérieur et subordonné. Elle dépend de la personne qui reçoit et non qui exerce le pouvoir. La personne qui reçoit ce pouvoir, est-ce qu'elle va obéir ou désobéir? Chaque individu, nous dit Barnard, a une zone d'indifférence au sein de laquelle les ordres sont exécutés et acceptés sans interrogation de leur autorité. Une bonne connaissance de cette zone évite aux dirigeants de faire des impairs. Ensuite, Barnard décrit trois principaux rôles des dirigeants. Premier rôle, le dirigeant fournit un système de communication organisationnel et s'assure de son maintien. Par exemple, il va gérer le personnel, la communication, autoritaire et subjective, où on va trouver un système d'incitation basé sur la promotion, la sanction, etc. Deuxième rôle du dirigeant, mettre à disposition de l'organisation des ressources essentielles, c'est-à-dire amener un nombre suffisant à s'engager dans une relation coopérative et fournir en quantité et en qualité un certain nombre d'objectifs. Troisième rôle du dirigeant, partager la finalité et l'objectif à tous. Selon Barnard, la personnalité du dirigeant doit insuffler la foi à des équipes. Pour accomplir ces trois rôles, le dirigeant s'appuie sur les organisations informelles qui lui communiquent des faits tangibles, opinions et suggestions. Le dirigeant implique une moralité complexe, courage, endurance, détermination et un grand sens des responsabilités.
Il doit avoir une capacité décisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une capacité décisionnelle? C'est-à-dire être capable de prendre des décisions sans avoir peur d'être critiqué. Eh oui, prenons l'exemple du fameux 49-3. Ça fait partie d'un dirigeant d'une grande envergure, d'un très bon dirigeant qui assume ses responsabilités, ses choix pour conduire son équipe vers la réussite, car Sénèque nous dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Enfin, Barnard reconnaît que des valeurs objectives partagées, internalisées, peuvent constituer un système de contrôle beaucoup plus puissant qu'un système basé sur des récompenses matérielles ou la force, la sanction ou la rétribution. Donc toujours, aujourd'hui, de toute façon, on voit de plus en plus des entreprises missionnaires qui partagent des valeurs, de vraies valeurs. Pour conclure, Barnard souligne 3 raisons à l'échec: des erreurs émises par les dirigeants, des comportements opportunistes et la difficulté à s'adapter dans un environnement en perpétuelle mutation. Mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Chester Evring Barnard sur le management des organisations formelles, la tension entre liberté et autorité, ainsi que les rôles et fonctions des dirigeants pour amener un nombre suffisant de collaborateurs ou de personnes à s'engager dans une relation coopérative. Bon, on arrive à la fin de notre vidéo. Je vous dis see you soon, mes chers abonnés, pour vous faire découvrir un autre grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.